Bonsoir à tout le monde, à tous. C'est bon, Alexis, toi, t'es prêt de ton côté? Bon, vous avez vu, ça prend un petit peu de temps à setup, hein, mais c'est qu'on est en train de s'équiper pour faire des choses un peu sympas quand on va rediffuser derrière. Et donc, quand vous aurez des questions à poser pendant la session, on va essayer de les enregistrer sur le deuxième micro. Comme ça, les gens qui seront en replay pourront avoir les questions en entier. Donc, bienvenue sur cette 19e session du GDG Le Mans. Euh, on le rappelle à chaque fois, vous avez nos réseaux qui sont dispo sur les premières slides et un peu sur 10 autres slides après, je crois, à peu près. Euh, alors, c'est pas tout de suite. Pour rappel, on fait ce rappel à chaque fois, je pense que c'est pas forcément utile, on voit vos têtes assez souvent. Le GDG, c'est conférence technique, pas forcément que sur du Google. Alors aujourd'hui, on va parler Google, mais pas que sur du Google. Notre choix en créant le GDG, c'était de dire qu'on voulait ouvrir une communauté qui puisse parler un peu à tout le monde et sur des sujets pour tout le monde. Donc, on ne le dira jamais assez, mais surtout, si vous avez des envies de donner des conférences, venez donner des confs au GDG. Déjà, nous, ça nous fait plaisir parce que ça fait des confs à montrer aux gens. Et puis, pour vous, ça vous permet de vous exercer parce que parler en public, c'est pas forcément un exercice qui est très très facile. Et comme on est en communauté locale, c'est plutôt sympa. On peut faire des trucs en toute bienveillance. Donc, n'hésitez pas. GDG est fait pour ça. Donc, on affiche ce chiffre à chaque fois. Ça ne sert plus forcément à beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, on est plutôt parti sur la plateforme de Google, parce que c'est la plateforme qui est imposée. On a 446 membres sur Meetup, et du coup, j'ai changé pour mettre le chiffre aussi de la plateforme Google. C'est un chiffre qui grimpe plutôt pas mal, parce qu'on a pris 15 nouveaux membres sur cette plateforme en une semaine, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on est 59, donc ça fait plaisir, parce que vu que c'est une nouvelle plateforme, on voit qui nous suit aussi derrière, donc c'est plutôt bien. Sachant que cette plateforme mise à dispo par Google nous permet d'avoir tout un tas de choses, et notamment de demander des ressources quand on veut faire des vidéos ou des choses comme ça. Ils ont tout un tas d'outillages qui est quand même sympathique. Ça pourrait arriver qu'on fasse des podcasts ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant qu'on ait de la visibilité sur cette plateforme, et c'est ce que Google regarde en fait, plutôt que Meetup maintenant. 19 conférences avec celle d'aujourd'hui. Ces derniers temps, on en a fait beaucoup. On n'espérait pas autant de monde, vu que c'était les vacances, mais c'est plutôt génial de voir qu'il y a toujours du monde qui vient voir les confs. On va essayer d'être plus régulier. Alors, on n'en fera peut-être pas toujours toutes les 2 semaines, hein. C'est un rythme quand même assez compliqué à maintenir, on va pas se mentir. Mais une fois par mois, ce serait vraiment bien, histoire d'avoir un rendez-vous fixé une fois sur l'autre et qu'on puisse se dire la prochaine fois, dans un mois, on parle de ceci, cela. Donc, on compte sur vous aussi pour proposer des conférences, évidemment. Ça permettra de rythmer aussi chaque conf. Donc, ouvert au sponsoring. Alors, ce soir, on a la chance d'être dans les locaux de Le Mans Innovation. Donc, merci à eux. Euh, on a également l'apéro qui est offert par Abside Top. Donc, vous verrez à la fin, Abside nous offre l'apéro. Et donc, le village Baïséa qui nous reçoit très souvent aussi. Euh, c'est pas fermé à des lieux en particulier ou à des sociétés en particulier. Le sponsoring, justement, c'est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de nous faire passer un moment sympathique et puis aussi d'avoir de la visibilité puisque on parle des gens qui nous sponsorisent pendant les événements. Aujourd'hui, l'invité, c'est moi. Je vais vous parler de l'IA générative de Google dans vos applications web. Euh, Vous allez voir, on va faire pas mal, enfin, plusieurs démos. J'ai 3 démos à vous montrer en espérant qu'elles fonctionnent toutes bien, parce qu'on est sur quelque chose qui est vraiment cutting edge, comme on dit, sur les nouveautés qui sortent chez Google. Mais je vais vous parler de l'intégration de l'IA générative, en particulier dans le navigateur Google Chrome. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça ce soir. La communauté WhatsApp, on a vu qu'il y avait du monde qui nous avait rejoint. On fait des communications type, on publie les photos déjà, on publie les vidéos dès qu'elles sortent. Les slides aussi, on essaie d'être actif sur cette communauté-là, communiquer le plus d'informations possible. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, on vous a mis un QR code, on pourra renvoyer le lien ensuite aux invités, enfin aux gens qui étaient là ce soir. Et puis nos réseaux qu'on a rappelés juste sur le côté. Eh bien, c'est parti du coup. C'est parti pour vous parler d'IA générative dans le navigateur par Google. Alors, comme on a dit la dernière fois avec Alexis, en fait, on est plusieurs membres de l'organisation à pouvoir être partis à Google I/O Connect à Berlin. Google nous ayant invités gentiment, parce qu'on fait partie de l'organisation du GDG. On a pu découvrir un ensemble de nouveautés. Et évidemment, beaucoup de nouveautés étaient très orientées sur l'IA. Il n'y a pas de secret là-dessus, hein. On ne parle que de ça.
évidemment beaucoup d'IA générative. Et chez Google, c'est Gemini, le modèle phare. Et d'ailleurs, ils nous ont fait des super annonces avec la fenêtre de 2 millions de tokens. Vous allez voir que ce soir, on ne va pas parler en millions de tokens, loin de là, puisqu'on parlera d'intégration dans le générateur. Donc, cette phrase-là, on l'avait déjà sortie la dernière fois dans les slides. On dit que l'IA, et particulièrement l'IA générative, c'est un des plus importants virages technologiques que notre génération connaîtra. En fait, c'est surtout qu'on ne sait pas encore où ça va nous emmener. On voit des tas de choses qui sont extraordinaires, qui sortent quasiment tous les jours. De bonnes idées, d'autres qui sont un peu cachées, qui ressortent de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, ce mouvement est pressenti comme un mouvement majeur. Alors peut-être que ce ne sera pas le plus important virage de notre génération, ce sera peut-être un autre virage dans la robotique notamment, ou les machines conscientes, ou du coup ça ferait partie d'IA, mais bref. En tout cas, aujourd'hui, on pressent ce mouvement comme un mouvement qui est vraiment majeur. Et après, c'est le moment publicité pour Google. En fait, là, ce qu'on vous présente en intro, c'est les slides qu'on a vus, nous, à la Google I/O Connect. En fait, la session qu'on fait aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est une Google I/O Extended, donc on repasse des slides que Google nous a fournis. Et puis, on fait un complément, ça va être plus du complément que ce que Google nous a montré, puisque les démos notamment, et puis ce qui arrive ensuite, c'est les choses que j'ai préparées pour aujourd'hui. Donc, ce qu'il voulait dire par ici, c'est qu'à peu près, enfin non, pas à peu près, tous leurs utilisateurs en fait utilisent de l'IA générative aujourd'hui dans leurs produits, que ce soit sur Gmail, sur Google Docs et autres. Ils estiment que leurs 2 milliards d'utilisateurs de produits sur leurs produits utilisent de l'IA parce que c'est au cœur de tous leurs produits. Et donc, leur IA à eux, étant Gemini, quand on fait les liens, ça veut dire que 2 milliards de personnes utilisent Gemini. On n'a pas trop le choix quand on utilise leur solution en même temps. Et donc, je vais vous passer les infos qu'on nous a données pendant les différentes keynotes. Hein. Bon, encore une fois, c'est Google qui dit wow, alors, je ne devrais pas dire ça comme ça, parce qu'on est dans le GG, mais bref, en tout cas, Google nous dit wow, notre mission, c'est de suivre la transformation de notre travail, du travail des développeurs, puisque aujourd'hui, on voit des tas d'outils, notamment pour les développeurs, qui sont powered by AI. Et donc, Google dit, notre mission, c'est de suivre cette transformation et de permettre même à tous les développeurs d'adopter ce nouveau courant. Et c'est pour ça qu'on vous a mis à disposition dans le monde entier le modèle Gemini. Et donc, ils ont répondu, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le modèle Gemini et les différentes problématiques qu'ils ont eues au niveau réglementaire. Mais ce qu'ils disent par là, en fait, c'est qu'ils ont répondu à toutes les contraintes réglementaires des différents pays pour permettre de proposer à tout le monde cette IA générative. Il n'y a pas de limite ou de restriction particulière quand on utilise les modèles. Donc, a priori, ils sont plutôt bien mis à niveau sur les différents guardrails qu'il y a en front des modèles pour répondre à toutes les contraintes. Et ça, c'est quand même intéressant parce que, alors, si vous suivez un petit peu l'actu dans l'IA, c'est pas forcément la volonté de toutes les boîtes de se mettre à niveau. Quand on voit Meta, par exemple, qui a dit le modèle Llama Vision, on ne le mettra pas en Europe parce que trop de contraintes. Si vous avez vu Apple avec Apple Intelligence, c'est non, l'Europe c'est trop contraignant, donc il n'y aura pas d'Apple Intelligence en Europe. Google a fait l'effort de se mettre à niveau et de proposer la solution à tout le monde, et donc ils étaient très fiers de nous dire qu'ils mettent à disposition de tous les développeurs dans le monde entier les outils qui sont nécessaires pour utiliser du Gemini. Vous allez voir ensuite, ça va même plus loin que ça, puisque on n'est plus forcé d'avoir des machines de guerre pour faire tourner du Gemini. Avec quelques conditions, bien sûr. Et donc voilà, c'est ça, les 200 pays et territoires. Donc ça fait quand même une bonne partie du globe couvert par la dispo des API. Ce qu'ils nous ont annoncé au moment où on était à Berlin, c'était la sortie officielle des différents modèles 1.5 Flash et Pro, avec le 1.5 Flash qui est quand même un bon compromis en fait, entre performance, taille de fenêtre et on va dire temps de réponse, rapidité. Et puis, ils nous ont annoncé d'autres modèles dont je vais parler ensuite. Comme les autres, ils ont proposé des outils dans l'AI Studio pour faire du fine-tuning. On va parler un petit peu plus de fine-tuning ensuite. Ils en font énormément, en fait, dans ce qu'ils font sur le navigateur notamment. Donc, là, c'est le moment où ils disent attention, on peut faire plein de choses, c'est génial. Voilà globalement
Ce qu'ils proposent, eux, comme courant majeur, en tout cas de leur analyse, en réalité, on a tout un tas de slides avec plein d'idées, plein de use cases. Je ne les ai pas mis aujourd'hui parce qu'en fait, on est censé faire des sessions Build with AI où on présente ces slides. J'ai mis voilà, quelques diagrammes quand même, mais en tout cas, dans une session Build with AI que j'espère qu'on fera prochainement, on fait un atelier où on voit un petit peu tous les use cases métiers par secteur, par industrie qu'on peut aborder avec l'IA générative et c'est hyper intéressant. En tout cas, les grands courants marketing, on va dire, qui sont mis en avant, c'est la transformation des workflows, évidemment, avec l'IA générative, où on peut aller chercher un petit peu plus de sens dans des logs notamment. Par exemple, on peut analyser et proposer des solutions en amont, des choses comme ça, améliorer l'efficience. Et puis l'expérience utilisateur qui peut être changée, puisqu'aujourd'hui, on est en train progressivement de changer le mode de consommation des applications pour ajouter à chacune de l'intelligence, et notamment avec des LLM qui permettent ce genre de choses. Alors, je vous ai dit que Google nous avait annoncé la sortie officielle de Gemini 1.5 Flash et Pro avec la fenêtre de 2 millions de tokens, qui est utopique, puisque en réalité, ce n'est pas idéal. De toute façon. En tout cas, ils ont aussi, depuis quelques temps, sorti le modèle Gemma, en fait, qui est une version réduite des modèles Gemini, et surtout une version open source qu'on peut utiliser avec une licence libre et des droits commerciaux qui vont avec, et on peut hoster sur des machines relativement petites, si je puis dire. Euh, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience sur l'utilisation des modèles d'IA générative pour s'en sortir avec Gemma, tout à fait honnêtement. Euh, ouais. Je vous laisserai découvrir si vous souhaitez. En tout cas, Gemma, c'est un modèle open source proposé par Google que vous pouvez utiliser dans vos applicatifs avec toute la liberté d'exploiter au niveau commercial. Évidemment, Google ne vous garantit rien, puisque ce sont des modèles qui sont open, et vous ne pouvez pas vous retourner contre Google s'il y a des problèmes avec, mais en tout cas, voilà, l'initiative est sympathique. Il est possible de télécharger avec des runtime type Olama, par exemple, qui sont hébergeables en local sur votre PC, à condition d'avoir un GPU quand même. Euh, voilà. C'est des modèles relativement petits qui existent en 2 milliards et 9 milliards de paramètres. Il y a une version code de ces modèles que vous pouvez aussi utiliser avec un continue.dev par exemple sur votre IDE pour faire de l'autocomplétion gratuitement. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont sympathiques avec ces modèles-là. Et donc, voilà, je l'ai dit déjà, Code Gemma, il y a d'autres pistes qu'ils ont explorées chez Google. C'est le récurrent de Gemma. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un peu attention aux tendances là avec des modèles d'IA générative. On s'aperçoit que les LLM, c'est quand même extrêmement lourd, euh, mais qu'on n'aimerait pas sacrifier les bons résultats qu'on a grâce aux transformers. Et donc, on essaie de faire des mix en fait, entre ce qu'on avait avant, donc les réseaux de neurones récurrents et les transformers. Et on arrive à des architectures type Mamba, par exemple, si vous suivez un petit peu les actus sur les LLM. Et typiquement, Récurrent Gemma, c'est un peu cette approche-là. C'est mixer les transformers avec des réseaux de neurones récurrents pour essayer de tendre vers quelque chose qui ait de bonnes performances, une bonne rapidité, qui ne soit pas trop lourd non plus à héberger. En fait, c'est un savant mélange très difficile à obtenir. Mais il y a des choses donc, avec Récurrent Gemma qui sont tentées. Polygemma, qui est un modèle image-to-texte, qu'on a vu présenter aussi à la Google I/O Connect, et Gemma 2, donc c'était leur annonce de la Google I/O Connect, Gemma 2 qui sortait avec une nouvelle architecture qui donnait de meilleurs résultats, et puis qui fonctionne sur un TPU V5e, donc l'ancienne génération de TPU de Google. Donc, AI Edge, alors pareil, autre tendance un petit peu qui se dessine, c'est un petit peu comme tout dans l'IT, quand on a commencé à faire les choses avec des gros serveurs un peu partout dans le monde, on se dit que ce serait peut-être pas mal de diminuer les latences ou alors de moins dépendre de serveurs qui sont à l'autre bout du monde. Et on commence à rapprocher au plus proche des devices utilisateurs, au plus proche des petits, du petit matériel, les modèles d'IA. Et c'est particulièrement vrai aussi avec ce que je vais vous démontrer ensuite sur l'intégration de Gemini dans le navigateur. Et donc, il y a le Google AI Edge qui nous permet, sur la plateforme de Google, de récupérer des modèles pour les déployer sur du Edge, de le manager de cette façon-là. Le web, parce qu'aujourd'hui, on est venu parler de web.
Et il y a pas mal de choses, en fait, même en dehors. Alors, on va pas faire forcément de session sur Android, en tout cas, on n'en a pas planifié. Mais il y a eu pas mal d'autres annonces qui ont été faites sur Android, sur l'intégration de Gemini Nano, comme je vais le présenter ce soir dans le web, qui est aussi sur Android. Et puis l'intégration dans les IDE Android Studio, notamment du Gemini, du Kodi, donc, qui peut nous aider à développer sur Gemini. Puis ils ont parlé aussi du projet IDX, qui est l'intégration d'un IDE dans le navigateur avec tous les outils d'IA générative pour aider le développeur à développer plus vite. Alors, parlons du web maintenant, parce que pareil, chez Google, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort quelque part, ils aiment bien le mettre dans le navigateur, hein, parce qu'on voit bien avec les web GPU, par exemple, qu'on peut faire des super trucs en 3D dans le navigateur. Euh, on va voir ensuite qu'ils ont fait des API en dessous le moteur du navigateur pour faire tourner des charges de travail type modèle d'IA. Donc, ce qu'on voit là, ce qui va arriver aussi en même temps que le Edge, c'est le LLM dans le web, un petit peu au cœur de toutes nos expériences du web. Et donc, Google a fait un ensemble d'annonces pour montrer où allait le web avec toutes ces mécaniques d'IA. Alors, la première fonctionnalité qui nous a été présentée, c'est la Speculation Rules API, qui est en fait une fonctionnalité qui va analyser votre expérience de navigateur Internet. Donc il va scruter vos historiques, il va scruter un petit peu comment vous vous comportez sur des sites web, pour tenter de résoudre la prochaine page web que vous allez consulter, et pour la précharger. Donc là, ce n'est pas de l'IA générative qui est ici, c'est surtout des techniques de prefetching. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'en permanence, votre navigateur va scruter ce que vous faites sur un site, sur une page. Il va scruter ce que vous avez fait par le passé sur d'autres pages. Et puis, à l'aide d'algorithmes, essayer de prédire ce qui sera votre prochaine action. Donc, où est-ce que vous allez aller naviguer ensuite, pour permettre de pré-rendre la page et d'avoir des meilleurs temps de réponse sur vos navigations. Bon, ça va demander de l'utiliser pas mal quand même avant d'avoir des choses qui soient relativement précises, mais c'est aussi issu d'une analyse plus large. Je pense qu'il y a certainement un modèle un peu plus généraliste au milieu de tout ça pour dire qu'en général, la moyenne des utilisateurs vont sur telle ou telle page. Voilà. En tout cas, c'est la première annonce qui nous a été faite. Je n'ai pas de démo à faire sur celui-là, mais ça peut être quelque chose qui va améliorer l'expérience de navigation. Et pour l'instant, sur Google Chrome. Google sort souvent des trucs qui deviennent des standards ensuite. Et donc, on va passer au truc un petit peu intéressant quand on est développeur, puisque, et là je vais faire une première démo, Google s'est dit, souvent, on a dans la console web des messages d'erreur qui pop, qui ne sont pas toujours forcément très intelligibles, et par moment, on a le réflexe de copier ces messages d'erreur, et bon, maintenant, on ne fait plus sur Google, on va sur un chat GPT ou sur un modèle d'IA générative, et puis on balance le message d'erreur, on attend une réponse. Donc Google s'est dit, plutôt que faire ça, on va l'intégrer directement dans le navigateur. C'est quand même pas bête. Et donc, ça fait partie des démos qui nous ont été présentées, hein. Je vais aller sur la démo en question, d'ailleurs. Je vais mettre en full screen, ce sera plus visible. Hop, je fais notre petit inspect. Console, vous l'avez peut-être vu, je suis sur un Chrome Canary. Ce sont des API qui sont encore en bêta. Donc on est sur une version instable de Chrome. C'est toutes les dernières API qui sont publiées, mises à dispo. On a des mises à jour assez récurrentes. Et donc pour faire cette démo, ce qu'on doit faire, alors c'est relativement basique, hein, on doit aller dans les paramètres de notre console. Et puis, première chose, on doit se mettre en anglais. Bon, quand on est déjà en anglais, c'est pas gênant. Prérequis numéro 1, c'est de mettre English US sur les Chrome DevTools. Et puis, ensuite, on a une petite option qui apparaît sur les... Ah oui, on voit pas très bien. Si tu veux bien zoomer, ce serait pas mal. Pas zoomer. Bon, l'option s'appelle Understand Console Messages with AI. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas zoomer, mais OK. Allô. Bon, vous allez devoir me faire confiance du coup. Je pense qu'on verra mieux peut-être à la vidéo, ouais. OK. Bon, désolé pour ça, je peux pas a priori faire mieux. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. En tout cas,
cette application, elle a été codée pour avoir une erreur, hein, pour afficher une erreur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va... c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas. Je vais sortir du cadre, là. Désolé. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a une erreur sur les course policy qui bloque notre application, enfin l'appel de notre API, puisque on n'a pas déclaré le bon header. Et donc, ce qu'on peut faire quand on voit bien, c'est qu'il y a une petite ampoule qui apparaît ici avec un plus et un AI qui nous dit bah, je veux comprendre cette erreur. Et donc, en cliquant sur cette option, je vais avoir la possibilité, directement depuis mon navigateur, d'avoir une analyse qui est faite par Gemini. Donc là, en fait, on appelle Gemini dans le cloud, hein, ce n'est pas un Gemini embarqué. On appelle Gemini dans le cloud avec l'erreur, avec tout le contexte qui va bien, pour se rendre compte de ce qui se passe. Ça ne se contente pas de récupérer juste l'erreur. Si vous êtes en mode dev, donc sur votre local, ça va aussi lire votre code, puisqu'il y a tous les mappings qui sont réalisés sur une appli Angular, par exemple. On voit dans le debugger qu'on a accès à l'appli Angular comme si on était sur notre IDE. Et ben le modèle, là, il a accès également à votre code au travers des API de l'IDE. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous proposer d'améliorer votre code. Alors là, je suis sur un serveur remote, donc ça n'apparaît pas, mais si j'étais en local, j'aurais la possibilité d'aller éditer mon code en disant, bah, le modèle me dirait, bah, là, c'est à tel endroit que vous devez changer tel header, par exemple, pour améliorer votre réponse et avoir une bonne réponse. Et donc, l'explication que me propose Gemini, c'est, ils disent qu'évidemment, j'ai une erreur avec un CORS, donc il m'explique ce que c'est le CORS, il m'explique qu'il y a un header qui manque, et que ce header, c'est le header control origin avec le serveur, donc le serveur qui est en back-end. Et puis, il m'explique comment le fixe. Donc, en server-side, il faut que j'aille mettre un header, ou que je me mette en mode no course, mais bon, pas recommandé. Voilà, et donc si j'ai pas trouvé ma réponse, je peux lui dire, bah, je vais aller chercher sur Google plutôt. Et donc, bon, il y a un raccourci, ça fait un copier-coller de l'erreur. Voilà. Mais c'est une API intéressante. Aujourd'hui, cette démo est très simple. On peut imaginer avoir une application un peu plus complexe avec beaucoup de code. Ça va faire l'effort pour nous d'aller chercher au bon endroit l'information pour nous proposer une correction. Quand même dommage qu'on ne voit pas mieux l'écran sur le vidéoprojecteur, j'en suis désolé. Donc voilà, une des annonces un peu sympathiques, c'est le Chrome DevTools qui s'enrichit d'intelligence. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà expérimenter sans rentrer dans une preview spéciale. Juste télécharger Chrome Canary ou Chrome Beta aussi suffit, qui est un peu plus stable que Canary. Et vous pouvez activer ces flags à condition d'être en anglais. Je skip là. Voilà. Leurs prérequis, alors ça c'est vrai sur tous les produits d'IA génératifs chez Google, ils demandent à ce que vous ayez au moins 18 ans. Je pense que ça fait partie des contraintes légales pour qu'ils soient dans les clous au niveau européen notamment. Être dans une localisation supportée, en France c'est supporté, super. Utiliser Chrome 125 ou ultérieur, donc la bêta est déjà ultérieure à 125. Connecté sur un compte Google, j'imagine que ça log un petit peu d'infos pour dire que vous avez utilisé Gemini à tel niveau. Peut-être que demain ce sera payant comme fonctionnalité, je ne sais pas. Et puis avoir les DevTools en anglais, puis cocher la petite case dont je vous parlais. Vous aurez ces instructions-là ensuite par l'intermédiaire des slides qu'on vous fournira. Donc je vous l'ai dit, bon ça fait partie des slides qu'on doit présenter sur une conf Build with AI. Google a essayé de lister un ensemble de use cases, de grands courants de use cases en fait, qu'on va retrouver sur l'IA générative et plus particulièrement dans le web. Donc évidemment, les fonctionnalités qu'on a commencé à voir, hein, c'est l'intégration directement dans la navigation des différents algos d'IA, avec les règles de spéculation notamment, mais pas que. Tout ce qui est support et assistance aussi, c'est là où on voit beaucoup de use cases. C'est déjà des produits en fait, qui existent, qui exploitent l'IA générative pour faire du support aux utilisateurs. Donc une application typiquement qui va aller se brancher sur une base de connaissances et puis qui va répondre automatiquement aux problématiques utilisateurs en premier niveau, hein, parce qu'évidemment il y a des anomalies après qui doivent être traitées par un humain. Évidemment, il y a tout le sujet de la recherche sémantique. Ça, c'est
sujet de 2024, on va dire. On a vu à toutes les sauces, et avec des algos de toutes les sortes. Bah, les agents conversationnels aussi, c'est pareil, hein, on en voit à toutes les sauces. Aujourd'hui, on est plus vers un courant un peu plus structuré, on essaie de faire des choses un peu plus intelligentes, on tend plus vers les agents, et d'ailleurs Google a aussi son propre outil pour fabriquer des agents. On n'en parle pas aujourd'hui, parce que pas forcément intéressant dans notre cas. Et puis après, il y a tout ce qui est expérience plus personnalisée. Alors si vous avez vu un petit peu ce qui se passe autour de Character AI, c'est un réseau dans lequel on a des IA génératifs qui sont, enfin, des modèles d'IA génératifs qui sont customisés pour adopter des comportements en particulier, notamment de personnages. Donc on peut parler à Mario si on veut sur Character AI, et puis vivre sa vie avec si on veut. Voilà, donc aujourd'hui on arrive sur des expériences un petit peu plus personnalisées, tout ça dans le web. Et donc, je vais vous faire une petite démo. Alors celle-là, elle doit marcher normalement. C'est celle d'après que je crains un petit peu plus. Je vais vous faire une petite démo d'un outil que j'ai développé vite fait ce week-end, euh, Bookmarker, peu importe, qui va utiliser le modèle Gemini dans le cloud pour proposer une application un peu sympa quand on a beaucoup d'articles à lire, parce que bah, on reçoit tous des newsletters sur plein de sujets. Et donc, bon, j'ai déjà mis quelques articles, hein. Des pages d'articles, je vais les stocker, je vais avoir, enfin, j'ai 150 onglets ouverts sur mon navigateur, et en général, je ne sais plus ce qui parle de quoi, et après, je me retrouve à toutes les fermer sans avoir jamais lu. C'est un peu dommage. Et donc, ce que j'ai fait avec cette appli, là, on peut zoomer cette fois, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait avec cette appli, c'est que je me suis dit, bon, j'aimerais bien, déjà, en premier lieu, quand j'ai des articles, bah, juste coller les liens, et puis que automatiquement, ça me fasse un résumé, parce que voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, bon, on va prendre des articles au hasard, en espérant que ça marche. C'est la démo de tous les risques, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Euh, Hop, on va prendre celle-là, au hasard. Et puis, voilà. Je lui ai mis une petite regex pour dire, si tu détectes que tu as un lien, tu me proposes de résumer. Donc là, si ça marche bien, ce que ça va faire, c'est que ça va aller scraper le site. Ça va se rendre sur le site. En fait, j'ai une Cloud Function qui tourne pour l'instant en émulateur en local, qui va aller faire du HTML to text. Ça va juste récupérer le HTML du site, le parser, puis le rendre en texte. Et puis après, bah, je vais demander à Gemini de me faire un résumé. Donc là, il est anormalement long. Donc je pense que ça ne va pas marcher. C'est du Gemini 1.5 que j'utilise. Voilà, connection refuse. Normalement, c'était la démo qui devait marcher. Oui, oui, oui. Je soupçonne ma Cloud Function de ne pas être en route, du coup. Puisque j'ai dû forcément arrêter le terminal, ce que j'aurais pas dû faire. Alors, c'est pas ce que je veux. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les effets démo. Du coup, ok. Donc, on recommence. Là, ça marche mieux. Voilà. Donc, ce que ça fait, bon, ça fait un ensemble de choses, et ce qu'on voit, c'est que Gemini 1.5 Flash n'est pas forcément parfait, toujours. Mais vous allez voir que Gemini Nano non plus, donc ça tombe bien. En tout cas, ce que ça a fait, concrètement, c'est que c'est allé sur le site, ça a récupéré les contenus, ça a tout récupéré en un bloc, et ça a demandé au modèle de faire un résumé. Donc il m'a généré un résumé qui est ici. Et je lui ai demandé également de me générer un titre, sur base de ce qu'il avait généré comme résumé. Il n'a pas trouvé d'auteur, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y en avait peut-être un, voilà. Mais c'est pas forcément étonnant, ça peut être lié au HTML2Text qui n'a pas récupéré l'information, en fait. J'ai configuré HTML2Text pour aller chercher le bloc main de la page, donc peut-être que l'auteur n'est pas dans le bloc main. Voilà, c'est juste, à mon avis, pour ça. Par contre, il a quand même réussi à récupérer la date, qui est à côté de l'auteur.
Voilà. Il y a quelques trucs comme ça, mais voilà. Je me suis assuré de noter quel modèle avait généré ce résumé, parce qu'en fait, on va pouvoir faire des comparatifs avec l'autre modèle ensuite. Et une autre fonctionnalité que je me suis dit qui pouvait être intéressante, ce sera plus intéressante encore sur la démo d'après, c'est de pouvoir demander des informations directement dans la barre de recherche, là. Euh, tac. Je peux lui poser la question et aller chercher directement dans mes différents articles qui parlent, bah, ou pas d'ailleurs, ce qui parle de l'information que j'ai demandé. Alors, ça c'est ce qui est bien, c'est qu'avec les LLM, on a des surprises des fois. Ok, ça marche pas, ça marchera mieux tout à l'heure, c'est pas grave. En théorie, ici, quand je lui pose une question, il va chercher dans les différents articles et me trouver enfin, me lister les articles qui répondent à la question. Alors, on va essayer une dernière fois quand même. Ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est de... Alors, je sais pas si vous avez vu... Bon, voilà, cette fois, il l'a trouvé. Si vous avez vu la conférence de Google qui annonçait justement Gemini Live, notamment, ils ont eu ce fameux bug de Gemini qui répondait plus du tout et ils ont dû switcher de device pour que ça finisse par marcher. Donc le gars était un peu en panique. Il était avec son téléphone, il a scanné 2 fois la photo, machin, il répondait pas. Il a dû switcher de téléphone et là, ça a marché. La foule en délire, tout ça, mais ça fait peur quand même. Et donc on voit bien sur ces démos que, bon, voilà, tout ce qui est IA génératif, ça fait des choses sympas, mais bon, il y a aussi des trucs où ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que souvent on a le petit message, faites attention, ce que ça répond, c'est pas forcément toujours bien. Voilà, donc en tout cas, avec juste cette démo-là, on a une application qui est en capacité d'appeler un Gemini 1.5 Flash et qui va faire donc récupération d'articles, parser l'article, générer un résumé, et puis répondre à des questions. Donc si je vous montre un petit peu de code, un petit peu de comment ça se présente tout ça, alors là je vous utilise un petit peu celui d'après. Je vois rien du tout sur mon écran, j'espère que vous voyez mieux que moi, à peine. Je vais zoomer un peu plus après. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la nouvelle implémentation pour Firebase. Ah, c'est bon, là on voit. De Vertex AI, le nouveau branchement entre Firebase et Vertex AI. Je suis allé sur mon projet, j'ai configuré un Vertex AI. Et puis j'ai instancié un modèle. Donc là, j'ai fait du prompting très très basique, hein. Je lui ai juste dit de résumer le texte que je lui donne, donc qui est globalement le texte de l'article. Euh, et je stocke après dans une base locale, donc dans l'index DB de mon navigateur. Globalement, j'ai juste fait ça, rien de plus. J'ai un petit peu de prompting pour aller chercher l'auteur. J'ai volontairement, enfin j'aurais pu faire juste une génération en une fois, j'ai volontairement découpé pour faire plusieurs prompts pour que ce soit plus clair, comprendre chaque étape. On peut évidemment, avec des modèles aussi gros, balancer juste un ensemble d'instructions et puis qui nous répondent avec toutes les réponses. Là, j'ai volontairement splitté pour que sur le code qui est dispo sur GitHub, vous puissiez voir les différentes étapes et réutiliser après. Voilà. Donc la recherche de l'auteur, elle est faite dans tout l'article. La recherche de la date de publication également. C'est toujours du prompting très basique, je vous le dis, parce qu'après, ce sera beaucoup moins basique sur le Gemini Nano dans le navigateur. Et puis, give title. Answer question. Donc là, je donne l'article et puis la question qui est posée. Très, très, très basique. Il n'y a pas d'agent ici, on est sur du prompting très basique. On est sur un semi-RAG, puisqu'il n'y a pas vraiment de recherche vectorielle, mais en tout cas, on prend les articles, on lui passe et on lui demande de rechercher des informations dedans. Pour répondre à des questions. Très simple. Vraiment très, très simple. C'est juste on branche et puis on fait du prompting. Et même malgré que ce soit très simple, des fois ça ne marche pas, on l'a vu. C'est bon, j'ai retrouvé mes slides du premier coup, cette fois c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est la première version de l'application, facile, où tout ce qu'on a comme prérequis finalement, c'est de créer un projet Firebase, d'ajouter la fonctionnalité Build with Gemini, d'allouer notre ressource, d'aller chercher, alors oui, évidemment, il faut activer le compte de facturation, ça ne coûte pas hyper cher, à condition de ne pas en faire un usage industriel évidemment, mais quelques tokens par-ci par-là, c'est pas excessivement cher. On bénéficie des fenêtres de contexte qui sont énormes.
Euh, donc on peut mettre beaucoup de contenu dedans. Là, par contre, ça va commencer à coûter cher si on met énormément de contenu. Si on met des vidéos, par exemple, ça va coûter cher. Gemini, pour ça, est assez bluffant sur l'interprétation de vidéos. Je vous le dis parce que j'ai testé, c'est plutôt pas mal. Ça fait partie de ses points forts, mais ça coûte cher. Après, il suffit d'intégrer le SDK Firebase, puis vous aurez tout ce qu'il vous faut pour démarrer, en récupérant juste le nom du modèle que vous voulez utiliser. Donc là, il faut aller juste dans le catalogue de modèles dans le Vertex AI Studio, puis vous récupérez le nom du modèle, vous l'insérez, et c'est magique, ça marche tout seul. Donc là, la démo, elle est sur le GitHub du GDG. J'ai juste fait un projet, hein, les deux démos sont dedans, enfin ces deux démos-là seront dedans. Donc vous pourrez récupérer ça sur le GitHub du GDG. Gemini Nano maintenant. Alors, j'ai préparé les démos ce week-end. La plupart de mon week-end, j'ai passé sur Gemini Nano et à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Alors, ce qui a été annoncé à la Google I/O Connect, c'est que, et puis à Google I/O plus généralement, c'est que Google allait intégrer le modèle directement dans le navigateur. C'est-à-dire que vous téléchargez votre Chrome, Gemini vient avec. Gemini Nano vient avec. Donc c'est plutôt une bonne idée, on est plutôt dans la tendance Edge, donc on ramène le modèle le plus proche de l'utilisateur. Donc ça devient intéressant quand on veut avoir la possibilité de faire des traitements en offline, par exemple, ou au plus proche de l'utilisateur, donc des traitements plutôt rapides. Et ça n'oblige pas d'avoir des machines de guerre, puisque les prérequis ne sont pas extraordinaires. Il faut avoir 4 Go de VRAM, ce qui est normalement relativement la norme. Donc ça peut tourner sur CPU, ça peut tourner sur GPU, sur NPU. L'idée, c'est de pouvoir le faire tourner un petit peu n'importe où. Ce Gemini Nano, c'est le même modèle qui est intégré dans les Android pour le traitement offline, hein, parce que je pense que vous avez vu ce que proposait Apple Intelligence là, de faire tourner des modèles en local. Bah, Google l'a aussi, et l'a annoncé un petit peu avec de la condescendance en disant ouais, ça en fait depuis toujours trop facile. Là où Apple a fait waouh. Passons. En tout cas, l'idée c'était vraiment de pouvoir le faire sur n'importe quel type de device, y compris les téléphones les moins chers. Et donc, on a un ensemble d'API qui sont en train d'arriver, hein, parce qu'on est vraiment en preview, en early stage même. Et on a quand même la possibilité de tester, et je l'ai fait pour vous le montrer ce soir, et pour vous partager cette expérience. Alors globalement, ce Gemini Nano, il s'intègre dans une tendance qui est en train de se dessiner. En fait, on n'est pas en train de virer à fond dans le cloud ou à fond en local. On est plutôt en train de prendre un chemin en hybridation. On le fait beaucoup pour le cloud. On le fait aussi dans d'autres sujets data. On va faire du traitement sur du edge. Là, en fait, on est sur le même sujet. Donc, tendance à l'hybridation. On va essayer d'optimiser au maximum les coûts, les latences, la confidentialité aussi, puisque souvent, ça peut être un sujet. Et donc, plutôt que d'envoyer les données sur un service cloud qui peut éventuellement coûter cher et souvent cher pour le développeur, hein, on voit que depuis le début de l'IA générative, il y a des boîtes qui ont coulé parce que les charges sur les LLM, c'était beaucoup trop cher. Donc, ça fait couler la boîte, pas assez de renta. Et donc, on va essayer d'optimiser tout ça alors, il y a déjà eu des tentatives en réalité, mais Google propose de faire ça avec l'intégration directement du modèle sur le navigateur. Ce qui a été fait il y a 1 an à peu près, c'était la création d'une extension qui s'appelle Windows AI, et d'ailleurs l'intégration dans Chrome se base beaucoup là-dessus. En tout cas, l'extension Windows AI, ce qu'elle proposait, c'était de demander à l'utilisateur sa clé d'API pour faire tourner le modèle dans son navigateur, enfin les intégrations dans son navigateur, donc le développeur n'avait plus du tout à payer de clé d'API, c'était génial. Bon, ça a quand même déjà la contrainte de demander à l'utilisateur de saisir sa clé d'API, ça c'est un peu gênant. Et puis, ça a aussi la contrainte de ne pas savoir ce qu'on va avoir comme modèle, en fait. Et donc, potentiellement, la façon de le prompter qui n'est pas du tout la même. Ça, c'est un peu gênant. Alors, j'ai essayé de le faire marcher, de faire marcher cette extension, et honnêtement, je n'ai pas réussi. Le projet n'est plus maintenu depuis 1 an à peu près, donc il y a sans doute des choses qui ont évolué depuis. Voilà, j'ai essayé de faire fonctionner Windows AI, et bon, voilà. En tout cas, je vous en parle quand même. C'est une tentative intermédiaire qui a été faite, et qui n'a rien donné. En tout cas, qui n'est plus forcément très active aujourd'hui. Et donc, le temps de la démo de Gemini Nano, puisque c'est quand même intéressant de le voir à l'œuvre. Hop, je vais switcher sur celle-là, et je vais vous laisser la console ouverte pour vous montrer qu'il
quand même beaucoup de choses que je vais faire comparativement à ce que j'ai fait dans la version Flash. Bon, le rendu n'est pas ouf, hein, je n'ai pas fait énormément de CSS, ça se voit. Je vais le laisser de côté ici. Et donc, je vais reprendre mon même article, là, comme ça on aura quelque chose à... Ouais, si je mettais le navigateur à la bonne taille aussi, ce serait pas mal. Donc, je vais reprendre le même article pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais aller sur la bonne page, c'est mieux. Ce qu'on peut faire avec le Gemini Nano. Donc là, ce que j'ai fait, alors déjà, j'ai postulé pour avoir accès à la preview, hein, parce qu'il faut s'inscrire. Ça prend à peu près une semaine avant qu'ils vous répondent. Vous allez avoir accès à une tonne de documentation, vous n'aurez jamais autant lu de documentation technique de votre vie. Mais en tout cas, vous avez accès à toute la réflexion de Google sur comment intégrer les API, comment elles fonctionnent. Je vous en parle un petit peu plus en détail ensuite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que alors je suis toujours sur Chrome Canary, parce que là, on est vraiment plus early stage que ce qu'on a sur du Chrome bêta. Et j'ai activé un ensemble de flags. Donc là, j'ai activé seulement 2 flags. J'ai activé le flag Summarize API pour faire des résumés. Et j'ai activé le flag Prompt API. Je vous détaillerai un petit peu plus ensuite le fonctionnement des deux. Et donc là, c'est parti. Donc j'envoie mon lien. On charge l'article comme on a fait pour le premier cas. Et là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Ou pas. Il allait vraiment très vite. Il allait vraiment beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé. Il allait beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé. En tout cas, je vais vous détailler ce qui s'est passé derrière. Bon, l'article est relativement court, c'est sans doute pour ça. Donc je voulais faire une démo où ça allait pas vite, mais désolé, ça va vite finalement. En tout cas, voilà. On a la même chose, en fait, on a repassé le même ensemble d'instructions. Donc on a un résumé avec notre Gemini Nano. Hein. Tout ça, ça a tourné uniquement sur mon navigateur, sur mon PC. J'ai pas fait d'appel externe. J'aurais pu couper le réseau pour vous montrer que ça marchait en local, mais du coup, j'aurais pas pu télécharger l'article. Donc je suis obligé d'avoir le réseau pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on a ici, on a un résumé qui a l'air à peu près cohérent, puisque ça a l'air de parler de la même chose que le résumé d'avant. On a en plus le lien du site sur lequel il a trouvé l'article. Et puis, il nous dit qu'il nous a trouvé 2024 comme date de publication, ce qui est assez vaste. Hein, mais... En tout cas, il a trouvé une date. Quand on regarde sur le côté ce qui s'est passé, il s'est passé un ensemble de choses. Et on voit en fait qu'il a une réflexion, entre guillemets réflexion. Je vais vous détailler le code ensuite. Donc il récupère l'article. Je lui demande de faire un découpage. Alors pourquoi je lui demande un découpage? En fait, en réalité, Gemini Nano, une de ses premières contraintes, c'est qu'il a une limite de token qui est assez faible, puisqu'il est limité à 1024. Voilà. Donc, quand on voit les millions de tokens sur Gemini Flash, là, on est à 1024 tokens. Il n'y a pas de tokenizer encore aujourd'hui qui est publié. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas exactement combien on envoie de tokens. On le sait au moment où ça casse, en fait. Et plutôt que réellement casser, en fait, le modèle va se mettre à délirer. Parce qu'il va arrêter, enfin, il va enlever ceux qui sont en top de la pile, et puis il va continuer de faire son truc. Donc en fait, j'adopte la technique MapReduce en réalité. Hein, donc je fais du split par X nombre de tokens. Donc Google nous dit, alors on n'a pas de tokenizer, mais estimez que 4 lettres c'est un token, globalement. Donc on se base sur ça. Donc 4 lettres c'est un token. On découpe en 4096, en portion enfin, un petit peu moins parce qu'il y a quand même notre prompt aussi à gérer, mais en tout, on coupe en 4000, et puis on fait résumé de la première portion, résumé de la deuxième portion, résumé de la troisième portion, et puis après on recompile. Si ça fait plus de 4000, on fait résumé de chaque, jusqu'à obtenir quelque chose qui rentre en un seul bloc et qui fasse le nombre de tokens qu'on souhaite. Bon, ça donne quand même des résultats pas déconnants, puisqu'on a quelque chose d'assez intéressant. Et là, il ne l'a pas fait beaucoup, mais ce que j'ai dû mettre en œuvre avec cette prompt API, c'est de la self-réflexion. Ce que je n'ai pas fait avec Gemini Flash, en fait. L'idée de cette self-réflexion, c'est de dire, bah vas-y, génère-moi quelque chose, et une fois que je l'ai généré, critique-le. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est un résumé qui ressemble à quelque chose de correct? La raison pour laquelle j'ai dû faire ça, c'est que de temps en temps, et la raison c'est que c'est en preview, de temps en temps le modèle s'arrête. Il s'arrête. Juste, il s'arrête de générer. Et puis, j'ai pas la fin de mon résumé. Donc j'ai 3 mots, plus rien. Donc c'est un peu dommage. Donc j'ai dû demander au modèle de regarder lui-même si ce qu'il avait généré, c'était correct.
Donc là, ce qu'on voit, c'est il a répondu oui, celui qui fait de l'introspection. Alors encore une fois, on voit pas grand-chose, je suis désolé. Ouais, ouais, bah ouais. Ah si, ça marche chez toi, non? Ah, merci, ça marche mieux. Bah, j'ai essayé tout à l'heure, ça n'avait pas marché. D'accord, bah merci. Donc j'en reviens ici. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit qu'il a répondu oui au résumé, Snapchat, etc., etc. Donc il est arrivé du premier coup. Mais il arrive, pendant ma préparation de la démo, ça m'est arrivé beaucoup, qu'il itère beaucoup. On voit passer dans les logs beaucoup de réflexions, beaucoup de résumés qui sont générés, avec le modèle qui répond non. Et des fois c'est correct quand même, mais il dit non, ça ne lui convient pas. Donc il régénère une version un peu améliorée. Donc là, on a une première critique. Alors effectivement, l'article est relativement petit, donc on n'a pas fait beaucoup d'itérations. Mais si on a un très très gros article, on va le voir itérer plusieurs fois, faire plusieurs découpages en 4000 et quelques caractères, et puis réduire jusqu'à avoir quelque chose qui rentre dans le scope, dans une seule fenêtre de contexte. Donc on voit le titre qui nous a généré, et j'ai dû faire la même mécanique de self-réflexion sur les auteurs, les auteurs, ouais. Parce que, encore une fois, ce qui se passait, c'est que il m'inventait des auteurs. Des fois, il mettait un auteur, c'était 2 points. Voilà. Donc je lui demande là, par ce biais-là, de me dire est-ce que l'auteur que tu as trouvé, c'est un auteur correct? Oui ou non? Là, la première fois, il m'a dit non, c'est pas bon. Donc il allait chercher sur le lien directement le nom du site, à défaut de trouver un auteur. Et puis, bon, la date qu'il a trouvée, 2024, ça lui a semblé être une date correcte. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Donc maintenant, on va faire le test de tout à l'heure, où je fais une recherche. Et sans doute que, encore une fois, des fois je suis surpris, des fois le nano donne de meilleurs résultats. On va poser la même question, qui n'a pas marché tout à l'heure. J'ai un article en fait qui parle de quantum computing dans mes différents articles. Je m'attendrai à ce qu'il me le ressorte, normalement. Ça a l'air... ah. Ce qu'il fait en fait, il l'a trouvé. Mais c'est pas le bon article. Bon. Il a trouvé quelque chose, c'est pas le bon article, c'est juste ça. Donc il y a des petits trucs comme ça. En fait, le traitement que j'ai dû faire pour ce moteur de recherche, c'est toujours un petit peu tricky, il faut toujours un peu torturer le truc pour que ça rentre faire rentrer des carrés dans des ronds. Alors déjà parce que c'est en preview, et donc ça a souvent des soucis. Mais aussi parce qu'on a une toute petite fenêtre de contexte, et dans cette fenêtre de contexte, il faut faire rentrer notre texte, le contexte, donc le système prompt, qui est en fait juste un prompt que vous donnez en haut ou en bas en lui disant attention, ceci est absolument indispensable. Et puis tout le reste, en fait, tout doit rentrer dans cette fenêtre de contexte, y compris la réponse, sinon il se met à délirer. Donc vous imaginez bien que dans 1024 tokens, c'est très très light. Sur les retours de la preview, il y a des développeurs qui ont dit que la fenêtre de contexte idéale, c'est 4096 tokens pour avoir des fonctionnalités quand même correctes. Ils sont en train de tendre vers ça. Mais bon, on n'y est pas encore. Et j'ai essayé de monter à 4096, c'est complètement délirant. Pour l'instant, c'est pas très stable. Ce qu'ils nous disent dans les documentations quand même, c'est que la fenêtre théorique de ce modèle, Gemini Nano, c'est 32 000 tokens. Pour l'instant, voilà. On va essayer de le faire marcher quand même une fois. Ah oui, c'est disponible que en anglais pour l'instant. Je ne l'ai pas précisé, mais ça semble évident sur un petit modèle comme ça. Je crois que c'est un modèle 2B. Il me semble que c'est un modèle de milliards de paramètres. Donc relativement petit, c'est pour ça qu'il tourne assez bien ici. Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui demander? About Mistral. Normalement, il devrait me le trouver, celui-là. Puisque je vous montrerai quand même que dans l'article, il y a écrit Mistral. Normalement, il s'en sort plutôt bien. On a de temps en temps des erreurs comme ça qui pop dans la console. C'est le modèle qui plante. Je ne sais pas trop pourquoi, mais sans doute que c'est lié au early stage, encore une fois. Voilà, il s'en sort bien sur celui-là. Sur cette fonctionnalité-là, ce que j'ai dû faire, c'est encore une fois découper l'article en portions de 1500 caractères, très exactement, sinon on n'était pas vraiment précis. Donc je suis bien en dessous des 4000 et 4096.
mais je lui donne un peu plus d'infos. Je fais du pré-shot, en fait. Je fais je crois, du three-shot. Donc, je lui donne 3 exemples d'échanges, et puis pour qu'il sache à peu près repérer. Et je lui demande de répondre oui par oui ou non à la question que j'ai posée avec le contexte de l'article. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'en sort bien à répondre non. Par contre, quand je lui dis de répondre oui, en fait, il me sort une réponse à la question. Et donc, à la base, j'étais parti sur le fait de rechercher s'il avait répondu oui ou non. Ça ne marche pas du tout. Il vaut mieux chercher s'il a répondu seulement non. Et là, notre filtre marche à peu près. Donc, si je vais voir sur l'article en question, voilà, on parle de Mistral. Donc, il a repéré cette info-là. Et comme je lui ai demandé d'aller chercher plus d'infos sur Mistral, ça répond bien à la question que je lui avais posée. Ok. Je suis content, ça a quand même marché. C'était pas gagné. Donc encore une fois, vous allez retrouver le code de cette démo sur le GitHub. Je ne vous ai pas montré le code, je vais vous montrer quand même. Ça peut être intéressant que vous voyez là où j'ai fait un peu plus de traitement que le précédent. Tchouk. Donc là, on va remonter. Déjà, il y a beaucoup plus de code. C'est ce qu'on peut voir. Là, le three shot. Donc en fait, je vais le détailler ensuite, mais dans les API, dans la prompt API, il n'y a aucune notion de prompt system, de chat, d'utilisateur, d'AI, d'agent. Tout ça, ça n'existe pas. En fait, tout ce qu'on a à notre disposition, c'est la possibilité d'envoyer du texte et une chaîne de contrôle qui dit, bah là, c'est la fin du prompt. Enfin, la fin d'un échange de prompt. Donc, quand on veut faire du one-shot, three-shot, five-shot, quand on veut donner plusieurs exemples, en fait, on est obligé d'insérer cette chaîne de contrôle qui est CTRL23 entre chevrons pour dire bah là, c'est fin d'un échange. Et donc, dans l'historique de la conversation, on récupère ces chaînes CTRL23 pour dire bah là, on est sur un tour d'échange. Donc, il faut bien lire toute cette doc, en fait, parce que sinon, on se heurte vite à des limites. Il y a énormément de documentation, c'est pour ça que je dis, si vous rentrez sur cette preview, il y a beaucoup de docs à lire, mais en tout cas, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut savoir, parce qu'il n'y a pas de... sur la prompt API, il n'y a pas de fine-tuning, en fait, il n'y a pas de RLHF ou quoi. On est vraiment sur un modèle brut qui répond à une séquence, juste. On a quand même la main sur quelques paramètres. On a la température et le top K, sachant que si on modifie l'un, on est obligé de modifier l'autre. Voilà, ça marche pas sans. On peut laisser les valeurs par défaut, évidemment, mais il nous demande de renseigner obligatoirement les deux si on en modifie un. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est de la preview. Hein. Là, je vous montre toute la partie checker, donc self-réflexion. Donc là, check, author is correct. Voilà, je dis, j'ai récupéré un nom, est-ce que tu trouves que c'est un nom qui existe ou qui est correct? Donc je lui demande de répondre par oui ou par non, encore une fois. On fait beaucoup de ça avec ce modèle parce que le problème, c'est qu'encore une fois, fenêtre de contexte limitée, il a une attention aussi très limitée, donc si on donne beaucoup d'informations, il va se perdre. Donc à chaque fois, alors je vous laisserai parcourir le code, je ne vais pas forcément rentrer dans tout, mais à chaque fois, c'est du découpage très très fin de chaque élément que je vais lui envoyer. Parce que, encore une fois, j'ai très peu d'espace pour lui parler. Alors, une partie intéressante qui est la summarisation. Je vais vous retrouver ça. Pour vous montrer que, voilà, toc. Ce que j'ai fait, en fait, c'est juste, voilà, j'ai splitté la chaîne, le texte en 3800 caractères. J'ai fait des blocs. Et puis après, bah, j'itère. Je fais des résumés de blocs. Puis après, je résume les résumés des blocs jusqu'à avoir un résumé unique de tous ces blocs. Donc là, je vous ai fait la démo sur un petit bloc, donc ça n'a pas pris très longtemps, mais en réalité, quand c'est sur un gros article, ça prend quand même du temps. J'ai fait la même chose pour répondre à la question, on est sur la même logique à peu près à chaque fois. Dès qu'on est sur des éléments textuels assez gros, il faut redécouper, avec la cohérence qu'on peut perdre éventuellement entre deux process. Hop. Donc, je vous ai déjà teasé les prérequis. Alors, je ne vous ai pas dit, effectivement, il faut juste c'est déjà pas mal, mais 22 Go d'espace disque disponible. Il ne va pas vous dire s'il plante sur le téléchargement, il va juste supprimer l'espace libre, enfin, rendre l'espace libre et vous aurez l'impression que ça ne marche pas.
Faut faire gaffe juste à avoir les 22 Go disponibles. Ne pas oublier que ce sont des API exploratoires. Ça, c'est hyper important parce que vous allez voir, il y a des bugs. Quand Google dit c'est la preview, il rigole pas, hein. C'est vraiment de la preview. Voilà, faut s'y attendre. Donc il y a quelques précautions, je vous l'ai dit, 1024 tokens de contexte, c'est vraiment très très peu. Quand on est habitué aux gros modèles avec plein de tokens en contexte, on s'en rend pas vraiment compte, mais là, ouais. Il n'y a pas d'abstraction de type, comme je vous disais, chat, système prompt et autres. Alors ça commence à apparaître, tout juste. Sur les nouvelles versions des API, ils ont sorti des API ce matin, dont je vais vous parler ensuite, qui prennent en compte les systèmes prompt. Il faut faire du prompt engineering, pas le choix. Vraiment, faut tout chercher, le moindre mot, faire toutes les économies possibles sur les termes qu'on peut employer pour l'orienter au mieux et être le plus précis possible, tout en sachant qu'on est hyper contraint, parce qu'encore une fois, il faut faire rentrer tout le contexte, plus les instructions dans les 1024 tokens. Et pas de tokenizer disponible, donc c'est surprise. Basez-vous sur 4 lettres égale 1 token, et c'est tout ce qu'on nous a donné pour l'instant. Alors, le petit schéma n'est pas très visible. Je vais le détailler ensuite. Alors, je vais le détailler même à l'oral maintenant. J'espère qu'on le voit mieux sur l'écran, peut-être. Sinon, je vais sortir du mode présentation, je vais zoomer un peu dessus. C'est peut-être mieux comme ça. Toc. Voilà. Donc, voilà, là, on le voit bien. Donc, l'implémentation dans Chrome se base sur des choses qui existaient déjà. Donc, dans Chrome, il y a déjà des modèles experts et quelques fine-tuning aussi de modèles qui sont utilisés pour d'autres fonctionnalités, notamment la traduction. Et donc, Gemini Nano se repose en partie sur cette API-là pour avoir accès au runtime d'IA. Et habituellement, vous questionnez sur votre navigateur tout ce qui est Task API. Donc ça, c'est le fonctionnement production avec des fonctionnalités pré-entraînées. Les API exploratoires telles qu'on les a aujourd'hui sont vraiment une version expérimentale qui ne sont peut-être jamais intégrées dans Chrome en fait. Ils s'attendent juste à ce qu'on fasse des tests et qu'on donne des retours dessus. Peut-être que ce ne sera jamais intégré dans Chrome, mais en tout cas aujourd'hui ils ont isolé complètement les API exploratoires et Gemini Nano pour dire bah voilà, ça c'est expérimental et ce que vous avez en dessous c'est ok, vous pouvez l'exploiter. Et donc ces API exploratoires, parmi ces API exploratoires, alors je vais détailler ensuite dans le slide suivant, on peut revenir là, il y en a un certain nombre. Alors il y a un certain nombre d'API et il y a une API réellement exploratoire. Merci pour la lumière. Donc l'API réellement exploratoire, c'est la Prompt API. Donc Google, quand ils nous donnent les docs pour avoir accès à Gemini Nano dans le navigateur, ils nous disent bon voilà, vous avez la Prompt API, c'est l'API la plus libre que vous avez. Par contre, elle fera sans doute pas ce que vous voulez. Donc attendez-vous à devoir faire un petit peu de prompt engineering. Et c'est typiquement ce que j'ai dû faire pour la self-réflexion. J'ai dû utiliser la Prompt API parce que j'avais besoin d'être en liberté sur l'utilisation du modèle. Par contre, il faut s'attendre à avoir des résultats qui sont un peu aléatoires parfois. Donc la Prompt API, c'est vraiment l'utilisation du modèle brut, mais c'est l'utilisation du modèle brut. Il n'est pas fine-tuné pour quoi que ce soit. Et ensuite, on a des API alors, qui sont quand même exploratoires, on ne va pas se mentir, mais qui vont tendre plutôt sur de la spécialisation de tâches. Et donc là, c'est plutôt pertinent, quand on est sur des petits modèles de cette sorte-là, de ne pas laisser le champ libre à tout et n'importe quoi. En fait. Quand on est sur un modèle plus petit, il convient de le personnaliser, de le fine-tuner. Alors, il y a deux approches chez Google sur le navigateur. On a soit les adapteurs LoRa, donc des fine-tuning de poids sur un modèle LM plus global, soit des modèles vraiment experts tunés pour des tâches en particulier. Donc il y a ces deux approches-là qui tournent dans le navigateur. Et donc ça nous donne l'accès à deux API d'écriture qui sont sortis ce matin dans Chrome, Canary. Donc il y a la Write API et la Rewrite API qui nous permettent de faire de l'écriture contextualisée. Donc par exemple, je suis un client de longue date d'un service. Ça c'est un contexte qu'on peut lui donner. Et puis on peut lui demander, donc, comme on fait sur ChatGPT, de nous écrire un mail par exemple. Ça c'est la démo qu'ils nous font. Et ce qui prend en entrée, ce modèle, enfin ce fine-tuning, c'est un ton. Est-ce que je veux donner un ton formel ou plutôt classique? Il prend un format, donc Markdown ou autre. Et puis une longueur. Est-ce qu'on veut plutôt court, plutôt long? Voilà. Mais ça, c'est un modèle qui est vraiment personnalisé pour faire de l'écriture.
Et on pourra lui faire que ça, d'ailleurs. On ne pourra pas lui demander de faire de la réflexion sur quelque chose. On n'a pas cette liberté. Ça fait de l'écriture, mais ça le fait bien. La Rewrite API, c'est la même chose, sauf que ça prend une entrée qui a été écrite et on veut la réécrire dans un autre ton, par exemple, un ton plus formel. Summarization API, c'est celle que j'ai utilisée pour vous faire le résumé, qui est pareil, une version plus fine-tunée du modèle pour faire du résumé, mais uniquement ça. Et donc là, ils sont en train de tendre vers 4096 tokens pour cette API. Donc on espère bientôt pouvoir faire ça et éviter d'avoir à faire le redécoupage que j'ai fait. Ensuite, on a la Language Detection API. Donc là, c'est comme son nom l'indique, pour détecter la langue du texte qu'on est en train d'analyser. Et la Translation API, encore une fois, ça parle tout seul, puisque c'est plus un modèle pour la traduction. Voilà. Je vous ai montré, alors je ne peux pas vous affirmer avec assurance que toutes ces API resteront disponibles demain. Ce que je peux dire, c'est que vous pouvez déjà regarder ce que je vous ai proposé en démo. Il y a très peu de vrais produits, évidemment. Enfin, il n'y a pas de produits en fait aujourd'hui qui sont disponibles sur ces API, bien sûr, puisque c'est en early stage, en preview. Mais si vous voulez tester des choses, bah, Chrome Canary est votre ami, et puis juste remplir le petit formulaire. En une semaine à peu près, vous avez accès aux API. Ce que Google espère avec les API de Gemini Nano, c'est de pouvoir avoir une expérience utilisateur au plus proche de l'utilisateur demain, dans son navigateur, sans avoir à faire tourner des grosses machines de guerre dans le cloud qui coûtent très cher. Voilà, je vous ai remis le lien si vous voulez pour valider votre badge sur votre profil Google, comme quoi vous avez assisté à une Google I/O Extended. Et puis, si vous avez des questions, je vous écoute. On a un micro pour la captation. Voilà, j'espère que cette session vous aura plu.